Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un moment plus sombre de la vie de Coco Chanel que va évoquer Franck Ferrand, ce 4e épisode consacré à la vie de la grande couturière. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous abordons en effet aujourd'hui l'époque difficile de la Seconde Guerre mondiale avec à la clé, j'en ai bien peur, de tristes révélations sur le comportement de Gabrielle. Avant cela, vous recevez l'historienne Annie Sartre. Elle est auteure avec son mari d'un ouvrage intitulé Palmyre, vérités et légendes. Oui, vous savez que depuis mars dernier, le site antique de Palmyre en Syrie a été repris par les forces gouvernementales syriennes avec l'appui de l'aviation russe, mais auparavant, les lieux ont été malmenés, nous en avons pas mal parlé à ce micro, meurtris par les djihadistes, et je suis impatient de pouvoir demander à Annie Sartre quel bilan on peut faire aujourd'hui de cette occupation du site. Et tout de suite, vous nous racontez l'un des grands événements de l'histoire de la Martinique. Oui, c'était en 1902, le 8 mai, le volcan de la Martinique, la montagne Pelée, entrait en éruption. Je vais vous raconter ça dans un instant, mais avant, chère Anissa, Oui. j'aimerais vous tenir au courant de notre dialogue avec les auditeurs d'Au cœur de l'histoire. Vous savez, l'écoute n'est pas à sens unique. Ici, je tiens le plus grand compte de vos avis et notamment de l'avis des utilisateurs de podcasts sur notre formule de rentrée. Et pour tout vous dire, je n'exclus pas de revenir prochainement au principe d'un seul et même sujet par jour. Voilà ce vers quoi nous allons. Vox Ça devrait Populi, arriver très vite en ça plus. pourrait arriver, hein. Vox Populi, Vox Dei, si je puis dire, en reprenant et en déformant l'expression du savant Alcuin qui s'adressait à Charlemagne. Bref, pour le moment, nous mettons le cap sur la Martinique. Europe 1. 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En 1902, c'est la belle époque, c'est l'apogée de l'empire colonial français. Or, la Martinique est loin d'être un département d'outre-mer. À l'époque, elle est bien une colonie où la crise de la canne à sucre commence à semer du désordre. Les deux villes principales de l'île, je ne sais pas si j'ai besoin de vous le rappeler, c'est Fort-de-France, naturellement, la capitale, située au milieu de la côte ouest de l'île, et puis, nettement plus au nord, une autre ville, plus belle encore, semble-t-il, et d'ailleurs plus peuplée, que l'on surnomme un peu facilement la Venise des tropiques, c'est Saint-Pierre. Eh bien, c'est Saint-Pierre qui va subir l'éruption de plein fouet. La première colonne de fumée a été aperçue au-dessus du volcan le 25 avril de cette année 1902. Pour les 30 000 habitants de Saint-Pierre, on peut pas dire que ce soit une grosse émotion. Vous savez, tout le monde sait là-bas que la montagne Pelée, ou le mont Pelée, on dit les deux, qui culmine à près de 1400 mètres, tout le monde sait qu'il s'agit d'un volcan assez récent. Le nom même de Pelée vient de la divinité hawaïenne des volcans d'ailleurs, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle soit spécialement pelée, même si elle l'est en l'occurrence. Sauf que cette fois, 8 jours après les premières fumées, Saint-Pierre essuie une véritable chute de cendres. Des cendres qui, comme une sorte de neige chaude et grise, se mettent à tout recouvrir, les maisons, les arbres, les routes, c'est assez impressionnant. Et le même jour, à 7 kilomètres au sud de la ville, alors que des cendres très chaudes sont en train de calciner lentement la plantation de canne à sucre qui se trouve à cet endroit, un certain Pierre Lavenière, qui est accompagné de ses employés, va se retrouver prisonnier d'une coulée de boue fumante. Quand je dis prisonnier, il est bientôt englué, englouti. Il va périr là, sous les yeux horrifiés de sa fille. L'éruption du mont Pelée vient de faire ses premières victimes. On observera également dans le village du Prêcheur, cette fois au nord de Saint-Pierre, des coulées de lave qui vont traverser tout le village. Bref, tous ces signes avant-coureurs justifieraient de la part des autorités un certain nombre de mesures. Seulement, les dites autorités ont d'autres chats à fouetter. À Saint-Pierre, le maire, il s'appelle Roger Fouché, le maire se montre soucieux de ne surtout pas dramatiser. 2 grosses échéances l'attendent pour les jours suivants. Le dimanche suivant, des élections législatives partielles doivent avoir lieu dans son arrondissement. Et puis, 2 jours plus tard, le 6 mai, il doit recevoir la visite du gouverneur Moutet et de son épouse. Alors, grande réception, grand dîner, etc. Vous imaginez que c'est pas le moment de déranger Monsieur Fouché avec des histoires de montagnes qui fument et de boue qui brûle. Si le maire est à ce point soucieux de plaire au gouverneur,
c'est que l'un et l'autre partagent le même souci à propos des élections du dimanche. Il y a deux candidats en lice, celui des progressistes, comme on les appelle là-bas, Fernand Clerc. En fait, c'est le représentant des propriétaires, il défend les intérêts coloniaux et évidemment, c'est lui que soutiennent le maire et le gouverneur. Et puis, il y a le candidat des radicaux, Persin, qui se trouve plutôt du côté de la population antillaise d'origine, qui va prendre volontiers fait et cause pour les ouvriers. Il est d'ailleurs soutenu par le sénateur de Lille, qui est un homme de couleur. Or, ce dernier, le sénateur Knight, va constamment attaquer les gens en place, va estimer que les autorités font preuve d'un certain laxisme. Voilà comment, en quelque sorte, une simple affaire de sécurité civile est en train de virer à l'affaire politique. Moutet, le gouverneur, ne veut rien entendre. Il refuse toute mesure qui pourrait être susceptible d'être interprétée comme une concession à l'inquiétude ambiante. Que voulez-vous ? Ces administrateurs coloniaux se veulent avant tout des hommes d'ordre, de paix civile. Tout ce qui peut troubler la marche ordinaire des affaires leur donne de l'urticaire. Ils préfèrent donc nier l'évidence plutôt que de risquer un désordre. À 10h30 ce vendredi matin, le gouverneur est informé pourtant de ce qui vient de se passer à la propriété Lavenière et ailleurs, mais il ne lève pas le petit doigt, il regarde autour de lui, si vous voulez, à Fort-de-France, tout va bien. Le lendemain, samedi 3 mai, la rivière Roxelane charrie des boues dangereuses, ce qui n'empêche pas le journal local d'annoncer une randonnée touristique sur les flancs du volcan pour le lendemain. Vous voyez qu'on est complètement dans l'inconscience quand même. Ce même samedi matin, à la prison de Saint-Pierre, un garçon de couleur de 19 ans vit dans l'angoisse. On l'a condamné à mort pour le meurtre d'un fonctionnaire. Il attend son exécution. Le verdict a beau être sujet à controverse, des ouvriers n'en sont pas moins en train de dresser un échafaud dans la cour de la prison. Et pendant la pause du déjeuner, la terre se met à trembler. Il y a 3 grosses secousses, vraiment violentes. Et ces secousses font s'effondrer, font s'écrouler l'échafaud. À ce moment-là, Auguste Siparis, c'est le nom du jeune condamné, lève les yeux au ciel. Est-ce que ce serait un heureux présage ? Les secousses ont impressionné tout le monde. Même le candidat Clerc voudrait, qui pourtant d'habitude est du côté du gouverneur, mais là, il aimerait que les autorités fassent évacuer Saint-Pierre. Ses propres troupes le désavouent et se contentent d'organiser l'installation des paysans réfugiés en ville. On a vraiment l'impression que tous ces gens vivent ailleurs. À Fort-de-France, tout va très bien. Le gouverneur Moutet a clairement ressenti les secousses. Il écrit « Les secousses n'ont pas fait de victimes, il n'y a pas à s'inquiéter ». Pour ce qui est des victimes, il a tort, puisqu'un convoi funèbre qui passait sur un pont a sombré avec le corbillard dans l'effondrement de l'ouvrage à cause du tremblement de terre, et ça a fait 20 morts quand même. Quant à l'inquiétude, depuis son presbytère du Morne Vert, le Morne c'est le nom qu'on donne aux collines à la Martinique, depuis ce presbytère, le père Altéroche, qui est un vulcanologue amateur, partage l'inquiétude de Clerc et des gens informés, car lui sait que les grandes éruptions sont toujours précédées d'un séisme. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et vous nous racontez aujourd'hui, Franck, l'éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle. Nous sommes en 1902 sur l'île de la Martinique, près de la ville de Saint-Pierre, avec l'éruption de la montagne Pelée. Alors il y a un prêtre, parce qu'il y a eu un séisme quelques heures avant, et un prêtre, le père Altéroche, s'inquiète. Et il dit qu'il y a toujours un séisme avant une éruption. Alors comment ça se fait ? À l'époque, il n'y avait pas de procédure avant... La géologie est une science constituée depuis le XVIIIe siècle seulement. Vous savez, il n'y a pas de vulcanologie encore véritablement à l'époque, même si le père Altéroche peut faire figure de vulcanologue amateur. On connaît moins ces questions qu'on ne les connaît aujourd'hui, c'est certain. Néanmoins, un certain nombre de procédures peuvent être observées dans le cas de signes avant-coureurs comme ceux qui se sont manifestés en ce début de mois de mai 1902 à la Martinique, mais ce qu'il faut bien admettre, c'est qu'en l'occurrence, les autorités ont refusé de voir ces signes. Alors certes, on va nommer une commission, vous allez voir, une commission de 5 membres pour étudier la question, mais enfin, c'est surtout pour s'en débarrasser, car le gouverneur, comme le maire de Saint-Pierre, ont l'esprit ailleurs. Ils sont crispés par la question des élections qui doivent avoir lieu là le dimanche, c'est législative partielle, et puis par cette espèce de grande réception qui doit avoir lieu dans la semaine qui suit. Sauf que, dans la nuit du 3 au 4 mai, la population est tirée du lit par des chutes
chute de pierres ponces en masse. Ça fait un bruit terrible. Pendant une demi-heure, le ciel s'embrase, devient tout rouge. Et le dimanche matin, la terre s'ouvre en 2 endroits sur plus de 500 mètres, ce qui va quand même engloutir une vingtaine d'ouvriers de la plantation Guérin, la plus grande plantation de l'île. Donc ça commence à ne plus plaisanter. Le gouverneur, à partir de ce moment-là, ne peut plus faire la sourde oreille, et c'est à ce moment qu'il va nommer la commission d'enquête dont je vous parlais à l'instant. Il y a donc les 5 personnes en question, dont un scientifique, vont prendre le chemin de Saint-Pierre. Ils arrivent en pleine journée électorale, bien entendu. Les événements n'ont pas dissuadé les électeurs de se rendre aux urnes, et à 20h, le maire, Roger Fouché, peut annoncer, sinon la victoire, du moins le succès de Clerc, qui va précéder dans ce scrutin perçant d'une courte tête. Avec le report des voix, les radicaux devraient l'emporter le dimanche suivant, si ce n'est que le dimanche suivant, il n'y aura plus un seul électeur vivant à Saint-Pierre. Pour le moment, le gouverneur rédige sa dépêche à l'intention du ministre des Colonies. Pour la première fois quand même, il mentionne le réveil du Mont Pelé, mais il précise que les signes d'éruption semblent vouloir diminuer. J'aime bien ce genre de notation. Il y a pourtant des signes qui ne trompent pas, et notamment les animaux sauvages, qu'on voit se ruer par millions. Les fourmis notamment envahissent littéralement les plantations. Les scolopendres aussi, vous savez, les scolopendres, c'est une espèce de 1000 pattes qui peuvent là-bas faire jusqu'à 25 voire même 30 cm, qui n'ont pas bonne réputation. Il faut rompre des barriques d'huile pour engluer les fourmis, il faut jeter des seaux d'eau sur les chevaux pour les débarrasser des parasites. Et beaucoup plus grave, dans la ville même, on voit arriver le lundi matin des milliers de serpents fer-de-lance, des reptiles qui font 1,80 m, qui sont mortels. En une demi-heure, ils vont faire 30 morts. Alors évidemment, on fait appel à la force publique, à l'armée en l'occurrence, mais ce sont les chats qui vont se révéler les plus efficaces contre les serpents fer-de-lance. Les chats vont faire un travail extraordinaire. C'est à 15h05 exactement que se produit, à 800 mètres d'altitude sur le flanc du volcan, au lieu dit le Grand Bois, c'est là que se produit la première éruption à proprement parler. Un morceau de roc de 30 mètres de long se détache d'un bloc et s'abat sur des bois en contrebas. La trouée libère une énorme masse, un énorme torrent de boue, de lave, de gaz, de roches mêlées à tout cela. Un mur liquide de 30 mètres de haut sur 200 mètres de large. Je ne sais pas si vous visualisez ce que ça représente. Et ça descend vers la vallée à une vitesse inouïe en soufflant comme un dragon. Le mur grossit à mesure qu'il descend, et c'est une masse absolument gigantesque qui s'abat sur la sucrerie Guérin pour n'en laisser que des ruines, avec au milieu la cheminée de l'usine qui restera toute penchée. Depuis son morne, le père Alteroche a vu tout cela, les yeux écarquillés. Il voit maintenant cette masse de plusieurs millions de tonnes qui fond sur la mer pour s'y déverser, un mur d'eau de 30 mètres de haut, vous imaginez, sous un ciel complètement obscurci, bien entendu. Ça crée alors le magma de roche, etc. Ça fait comme une vague avec un sifflement puissant, et en se jetant sur le littoral, on peut dire que cette vague-là emporte tout, jusqu'aux maisons, jusqu'aux entrepôts. On ne sait même pas combien de victimes elle aura faites, mais il lui faudra 20 bonnes minutes pour se retirer, avec un bruit de succion que tous ceux qui ont pu l'entendre et survivre ne sont pas prêts d'oublier. Évidemment, le commandant de la garnison adresse des télégrammes au gouverneur, mais pour Moutet, l'essentiel est ailleurs. La commission vient de rendre son rapport, et à première vue, elle se veut rassurante. À Fort-de-France, que voulez-vous, tout va très bien. À Saint-Pierre, on n'a plus tellement envie d'en dire autant. Et d'autant moins que, depuis le début de la soirée, de grands tonneaux de goudron ont été embrasés dans le soleil couchant. Évidemment, ça veut dire qu'une épidémie règne en ville, à la faveur de tous ces mouvements de terre, mais aussi des monceaux de cadavres qui ont été rejetés par les flots. La variole vient de s'installer. Dès le lendemain, alors on va prendre des mesures sanitaires bien entendu, et dès le lendemain, à l'aube du mardi 6 mai, de nouveaux jets de pierres brûlantes en provenance du cratère terrorisent la population. Il faudrait prendre des mesures, mais le maire Fouché est déjà tout à sa grande réception du soir, et surtout son obsession à lui, c'est qu'on ne prévienne pas le gouverneur pour qu'il n'annule pas la réception, bien sûr. On est en train de préparer les personnes qui seront là pour éventer les invités, on est en train de mettre des housses sur les sièges, etc. La veille, le gouverneur s'est quand même inquiété de rumeurs à propos d'évacuation sauvage, et Fouché s'est empressé de le tranquilliser, bien entendu. Moutet estime néanmoins que la situation
est grave. Le gouverneur décide d'envoyer la troupe afin d'empêcher physiquement, par la contrainte, les habitants de Saint-Pierre de quitter leur ville. Voilà les mesures qui ont été prises. Ce ne sont pas des mesures de sécurité civile, ce sont des mesures pour éviter une fuite de la population. Les soldats vont refouler un début d'exode de la population en direction de Fort-de-France, à croire que pour le gouverneur, il vaut mieux en quelque sorte un administré mort qu'un administré en désordre. Depuis son promontoire, depuis son morne, le père Altéroche observe l'évolution de la catastrophe. Dans la matinée, il a supplié le vicaire général d'intervenir auprès du gouverneur en faveur d'une évacuation générale et rapide, mais on lui a répondu que, en ces temps de débat sur la séparation de l'Église et de l'État, on est en 1902, là, vous voyez, à 3 ans de la loi, c'est un genre d'immixtion qui n'est pas bienvenu. Alors, le prêtre en est réduit à regarder depuis son morne le sommet de la montagne Pelée. Il voit une lueur très brillante, d'abord rosée, puis qui vire au rouge, qui se forme avant d'être expulsée dans l'air avec un sifflement indescriptible. À Fort-de-France, tout va très bien. Le gouverneur a entendu le sifflement et il l'a pris pour la sirène d'un croiseur qui mouillerait au large. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Nous sommes en 1902, nous sommes au mois de mai et vous êtes en train de nous faire vivre l'éruption de la montagne Pelée qui inquiète tout le monde finalement, sauf le gouverneur qui lui se trouve à Fort-de-France, au Martinique. Alors il faut vous dire qu'en pleine nuit, à 3h10 du matin, le mercredi 7 mai, l'énorme explosion a quand même réveillé en sursaut non seulement les habitants de Saint-Pierre, mais alors là on peut dire ceux de l'île tout entière. Le seul heureux dans l'histoire, c'est Auguste Siparis, vous savez, qui vient de recevoir à l'occasion de la visite du gouverneur la notification de sa grâce. À Fort-de-France, on se réjouit. En fin d'après-midi, le gouverneur et son épouse, en grande tenue, sont montés dans leur limousine pour aller à la grande réception, toujours. Et puis c'est en avançant sur la route qu'ils ont pris la mesure de ce qui était en train de se passer du côté de Saint-Pierre. Le gouverneur dit « On m'a caché la vérité ». En tout cas, c'est ce qu'il veut faire croire. Il envoie son secrétaire annoncer au maire qu'on annule, bien entendu, la soirée. Le gouverneur va s'installer à l'hôtel dans la ville de Saint-Pierre pour passer la nuit. Et le fait que le gouverneur soit là rassure en quelque sorte la population. Et pourtant, ceux qui savent, et je pense au père Altéroche notamment, ceux qui savent s'inquiètent et se disent qu'on peut attendre vraiment le pire. Dans la nuit du jeudi 8 mai à 5h du matin, le volcan se met à gronder de plus en plus fort. Tout paraît suspendu à cette colère des profondeurs. Déjà, une épaisse fumée rougeoyante se répand dans l'atmosphère. On dirait comme une sorte de feu grégeois. Et cette colonne de vapeur s'élève du cratère de façon verticale. C'est incroyable, à 7h30 à peu près. Une nuée ardente, immense. Ce qu'il faut savoir à propos de cette éruption, c'est qu'elle n'a pas eu lieu depuis le cratère principal du volcan, mais depuis donc, vous l'avez bien compris, un orifice qui est sur le flanc de la montagne. On appelle ça une éruption à libération latérale. C'est la première fois qu'on observait à l'époque ce phénomène. Or, l'ouverture, si je puis dire, la brèche dans la montagne volcanique, se trouve en surplomb de la ville de Saint-Pierre. Et à 8h, une boule de feu immense, gigantesque, je ne sais même plus quel mot, quel adjectif employer, va sortir de cet orifice et va dévaler le flanc de la montagne jusqu'à la ville qui est littéralement noyée sous ce magma en fusion. C'est épouvantable ce qui se passe, bien entendu. Saint-Pierre est littéralement détruite. Ce sont 30 000 personnes qui vont disparaître. Le bilan final fera état de 29 933 morts en 62 secondes, vous imaginez. Et tout ça dans une zone de 15 km². Il aurait suffi d'un mot pour éviter ça, en tout cas pour permettre l'évacuation d'une partie importante de la population. Seulement, ni Moutet ni Fouché ne l'ont prononcé, ce mot. Et on peut dire, et c'est peut-être la seule morale de cette affaire, qu'ils l'auront l'un comme l'autre payé de leur vie.
Il y a quand même eu 2 survivants dans cette affaire. Auguste Siparis, justement, qui a été brûlé, même assez gravement, mais qui va survivre. Et plus tard, il ira raconter son histoire. Il est le prisonnier qui a survécu à l'éruption de la montagne Pelée. Oui. Ouais. Il ira raconter ça chez Barnum. Ça va devenir une attraction à lui tout seul. Et puis, il y a un cordonnier, il s'appelle Léon Compère, sauvé parce qu'il s'était enfermé dans sa cave, non pas pour échapper au feu et à la lave, mais pour échapper à tous les envahisseurs domestiques. Je vous parlais des fourmis et du reste. Il en avait la phobie, il s'était enfermé. Eh bien, il l'a bien fait. C'est ce qui l'a sauvé. Notre voyage continue aujourd'hui. Nous quittons la Martinique et nous partons en Syrie à la découverte du site de Palmyre avec votre invité. Franck, vous recevez Annie Sarthe. Elle est professeure d'histoire ancienne, épigraphiste et spécialiste du Proche-Orient. Et elle a publié avec Maurice Sartre Palmyre, Vérités et légendes aux éditions Perrin. Alors il faut évidemment que je vous prie tout de suite de m'excuser, Annie Sarthe, car vous devez en avoir assez de dire partout où l'on en est et quel est l'état des lieux à Palmyre, mais vous comprendrez l'inquiétude générale. Nous avons beaucoup, nous sommes beaucoup inquiétés pendant tant de mois, et maintenant que la ville n'est plus aux mains de Daesh, on a envie de savoir exactement quels ont été les dommages. Alors est-ce que vous pouvez, j'allais dire une fois encore, nous dire ce qui a survécu et ce qui malheureusement n'est plus sur le site de Palmyre? Ne vous excusez pas, je peux parler de Palmyre indéfiniment. Malheureusement, c'est un site qui a été complètement défiguré par des destructions diverses, par les différents acteurs, parce que certes, les destructions de Daesh ont été extrêmement médiatisées, elles ont été volontaires et programmées. Elles ont été programmées, elles ont été catastrophiques, parce que l'ampleur des destructions dues aux explosions qu'ils ont perpétrées dans les temples, dans les 2 plus beaux temples qui étaient encore debout à Palmyre, le temple de Bel, le grand temple de Bel et le petit temple de Baal Shamin. La destruction de 7 des plus belles tours funéraires qui étaient un ornement du site également. Alors celle de la vallée des tombeaux et puis celle qui dominait le site sur cette butte qui était en surplomb de la ville, la butte de Belkis, où on avait là de très très belles tours, témoignage d'une culture tout à fait originale de Palmyre. La destruction du Grand Arc également. Donc tout ça a été très médiatisé, effectivement, et très répercuté dans la presse, dans les médias, etc. Et effectivement, c'est une catastrophe absolue. On a beau dire... On doit avoir entendu dire que 80% du site était intact. Oui, mais les 20% qui ont disparu sont les 20% essentiels. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui était le plus beau à Palmyre, ce pourquoi les touristes venaient. Alors certes, il reste les colonnades. Les infrastructures sont là, les colonnades. Oui. Il reste le théâtre. Il reste encore quelques maisons, des temples qui étaient au ras du sol, qui restent à peu près intacts. Mais je voudrais pas que les destructions de Daesh occultent le fait que le site a été abîmé avant l'arrivée de Daesh par l'armée syrienne, qui avait tracé des routes stratégiques sur le site archéologique. Incroyable, comme si le site n'existait pas. Enfoui des engins militaires dans la nécropole nord. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que sont apparus des vestiges, des tombeaux qui étaient souterrains dans cette nécropole, et que cela a donné lieu à un vrai pillage et à un trafic d'antiquités énorme de la part du régime. Et ça, c'est encore un autre problème du Moyen-Orient, bien sûr. Ça continue, effectivement. Et ça ne concerne malheureusement pas seulement la Syrie, entre parenthèses. Mais enfin bon, nous allons revenir à Palmyre, et évidemment, puisque vous êtes là, nous n'allons pas seulement parler de l'état de Palmyre aujourd'hui, nous allons essayer de rêver à la Palmyre d'autrefois. Europe 1, au cœur de l'histoire. .fr Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et c'est un voyage dans le temps et un voyage sur cette planète que nous faisons aujourd'hui, puisque nous partons en Syrie avec vous et avec votre invité, Franck. Vous recevez Annie Sarthe. Elle est professeure d'histoire ancienne, épigraphiste et spécialiste du Proche-Orient. Et elle a publié avec Maurice Sarthe un livre qui s'appelle Palmyre, Vérités et légendes, qui est paru chez Perrin. Qui a été récompensé par Historia et qui va être récompensé par le prix Pierre Laffut. Historia, c'était pour Zénobie. Ah, pour Zénobie, c'est vrai, vous avez raison. Zénobie, et celui-ci, c'est le prix Pierre Laffut. Pierre Laffut, oui. Qui va vous être remis là dans 5 octobre. Dans quelques jours. Oui, voilà. Vous me disiez que cette destruction générale du site de Palmyre, qui concerne peut-être 20% d'un point de vue purement matériel, mais qui représente beaucoup plus que ça sur un plan historique et esthétique. Cette destruction est encore en cours, me dites-vous. Oui, parce que les photographies aériennes que nous avons montrent que les Russes ont installé, qui ont participé à la reprise de Palmyre avec l'armée de Bachar el-Assad, ont installé un camp militaire avec des baraques, avec un hôpital de campagne, une boulangerie aussi, semble-t-il. Creusent des abris également, en plein sur la nécropole nord. Alors ils pensent qu'ils ne sont pas sur le site archéologique parce que c'est en dehors du rempart que l'on pouvait voir à Palmyre, quand les gens pouvaient y aller, mais on est en plein sur la zone archéologique, et ça c'est catastrophique. Et le pillage continue, alors ça on a des témoignages tout à fait clairs là-dessus. Sans remonter à Paul-Émile Botta, on peut dire qu'il y a une tradition française de soins et d'intérêt porté aux vestiges archéologiques syriens. Que fait la France dans cette affaire? Est-ce que nous sommes présents? Alors, actuellement, personne n'est présent sur le site. C'est absolument compliqué. C'est très compliqué d'aller en Syrie actuellement. Quelques militaires, quelques personnes des ONG ont été autorisés à aller sur le site. Quelques journalistes aussi lors de la reprise du site. Mais aller en Syrie actuellement, bon, d'abord ça a une connotation politique. D'autre part, ça nécessite d'avoir des autorisations et pour pouvoir se rendre sur place. Donc, si vous voulez, les équipes françaises actuellement réfléchissent en France à l'avenir, c'est-à-dire comment allons-nous pouvoir aider les Syriens à restaurer le site. Je ne parle pas de reconstruction, parce que ça c'est une autre dimension, c'est autre chose. Il y a théoriquement une institution onusienne qui est dédiée à ça, c'est l'UNESCO. Alors que fait l'UNESCO? Mais l'UNESCO, si vous voulez, son problème c'est qu'elle ne peut discuter qu'avec les États. Or, actuellement, l'UNESCO ne connaît que le régime de Bachar el-Assad. Il y a à l'UNESCO une ambassadrice, plus exactement de Syrie, qui est l'ancienne ambassadrice de Syrie en France, qui est la représentante de la Syrie à l'UNESCO. Par conséquent, vous voyez comment l'UNESCO se trouve pris dans un système un peu difficile. Alors, l'UNESCO Madame Bokova a fait des déclarations, évidemment, pour déplorer tout ce qui s'est passé, mais pour l'instant, l'UNESCO ne fait pas grand-chose. Alors, il y a des grandes réunions. Il y a eu une grande réunion à Berlin au mois de juillet où on a pu constater que la plupart des spécialistes n'étaient pas invités. Donc, si vous voulez, c'est très, très étrange la situation pour l'instant. Et je crois que l'UNESCO, en plus, là aussi, est pris dans une perspective, un enjeu politique à terme qui le paralyse pour les prises de position. Et n'oublions pas, encore une fois, comme vous le dites, ce pillage général avec l'organisation de réseaux de fraude à très grande ampleur. On n'imagine pas ce que c'est. Alors, beaucoup de choses sont passées en Turquie, sont passées maintenant aussi dans des pays européens, soit dans le port franc de Genève, soit à Munich, soit même déjà aux États-Unis. On a retrouvé un certain nombre de pièces qui sont sorties de Syrie illégalement, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être cachées encore et qui sortiront dans 10 ans, 20 ans, plus. On parle pas mal dans la presse depuis quelques jours de cet arc qui a été reconstitué par les anglo-saxons. Oui, alors le Grand Arc, effectivement, parmi les destructions, c'est peut-être la seule pièce qui pourra être restaurée. Reconstituée. Oui, reconstituée, parce que les blocs sont tombés. Il n'a pas été pulvérisé par du TNT comme l'ont été les autres monuments. Donc lui, peut-être y aura-t-il un espoir de reconstruction. Mais c'est vrai qu'il y a eu toute une espèce de propagande pour montrer qu'on pouvait reconstruire les monuments en 3D. Alors,
effectivement, le Grand Arc a fait l'objet de cette reconstitution en 3D. Malheureusement, moi je trouve ça hyper moche. D'abord, c'est évidemment pas à l'échelle. Bon, certes, on peut comprendre, mais même les reproductions des sculptures de l'arc, qui étaient d'une grande finesse, sont reproduites de manière grossière. Donc, je trouve que ça n'avait pas l'intérêt de dépenser autant d'argent pour faire quelque chose qui n'a aucun intérêt et qui est une opération de communication. Le site de Palmyre est extrêmement ancien puisqu'il a des fondations préhistoriques. Oui. Il a connu de nombreuses occupations. C'est une histoire très riche, une histoire qui est pleine de légendes. Vous avez intitulé avec votre mari cet ouvrage Palmyre, vérités et légendes, parce qu'à la faveur des destructions récentes, on a beaucoup entendu de choses sur le sujet. Alors, on a beaucoup entendu, on a beaucoup lu également, et il est vrai que le bêtisier sur Palmyre Bouvard et Pécuchet n'étaient pas loin, immense, et que ça nous avait un petit peu énervé effectivement de voir que se propageait dans le public un certain nombre de contre-vérités, de choses que l'histoire et les historiens avaient déjà rétabli depuis longtemps, et on était encore sur de vieilles anciennes qui fleurissaient dans la presse et dans la littérature. Il fallait remettre les choses au point. Les vestiges célèbres dont tout le monde déplore la destruction datent de quelle époque en fait? Alors, les vestiges qui ont été détruits là, récemment et que tout le monde pouvait voir quand on allait à Palmyre, ça date de l'époque romaine. C'est-à-dire, c'est même à peu près bien daté. J'allais dire, c'est pour ça que ça nous parle, c'est très proche de notre culture. Début du 1er siècle de notre ère jusqu'au 3e siècle de notre ère. Ça, c'est la ville romaine. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que Palmyre était beaucoup plus vaste. Elle n'est pas sortie comme ça des sables, comme on l'a lu aussi dans une littérature récente, comme Saint-Pétersbourg, des marécages de Russie. Non, c'est une ville. Certes, à l'époque romaine, on a construit une nouvelle ville au nord du petit wadi, du petit fleuve qui traverse Palmyre, mais la ville est beaucoup plus étendue. Tout le sud de l'agglomération était bâti et remontait au 3e siècle avant notre ère. Et il y a même des vestiges sous le temple de Bel qui remontent au 2e millénaire. Alors, si on doit faire quelque chose, avant de reconstruire, ce qu'il faudrait, c'est que les archéologues puissent aller faire des sondages pour que justement on puisse retrouver les vestiges de cette ancienne ville qui était cachée sous l'autel du temple. On imagine mal d'évoquer Palmyre sans citer celle qui évidemment habite les lieux, si je puis dire, celle à laquelle vous avez... les lieux. Mais oui, vous lui avez consacré un ouvrage, vous le rappeliez il y a quelques minutes, c'est Zénobie, bien entendu. C'est Zénobie, oui. Alors Zénobie, là aussi, le livre était un peu conçu dans le même principe, de rétablir certaines démonter vérités, quelques mythes et quelques légendes, même si la deuxième partie du livre est entièrement consacrée aux mythes et à la légende de Zénobie. Mais Zénobie, dont on veut faire une reine de Palmyre, laissant entendre par là qu'il y aurait eu un royaume à Palmyre, alors qu'il n'y en a jamais eu, aussi loin que l'on remonte dans le temps. Palmyre est une cité de l'Empire romain. Alors pourquoi elle est reine? Parce que son mari a combattu les Perses qui venaient envahir la Syrie au milieu du IIIe siècle, et que, ayant combattu et à plate couture le roi des Perses, il s'est attribué le titre roi des rois, comme l'était le roi des rois perses. Voilà. Et Zénobie, en tant que femme du roi, puis veuve du roi, elle était la reine, mais pas de Palmyre. Elle était reine. Elle avait un titre, mais sans royaume. C'est pas toujours facile à comprendre, mais bon. Non, mais c'est bien de rétablir ce genre de choses. Il faut mettre les choses à leur place. La cité est tellement belle et le site tellement incroyable qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur ajoute toutes ces légendes. Mais oui, mais inouïes. Bon, on peut pas empêcher on a redécouvert Palmyre au temps moderne, au XVIIe siècle. On n'a jamais perdu la mémoire du site, mais on ne pouvait pas y aller pendant longtemps parce que c'était dangereux. Il y avait les bédouins qui occupaient le site et qui rançonnaient les voyageurs, qui parfois même les menaçaient de mort et passaient même à exécution. Et ça n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que des marchands anglais ont réussi à atteindre Palmyre, à y rester quelques jours, et à partir de là, les choses ont commencé à être un petit peu plus faciles, et on a progressivement redécouvert le site, oui. C'est intéressant de voir à quel point l'Occident, l'Europe occidentale du XVIIIe et du XIXe siècle
se sont littéralement mirés dans Palmyre comme dans un miroir, en fait. C'est peut-être pour ça que nous avons été tellement sensibles à ce qui vient de se passer. On y a vu défiler énormément de peintres, de poètes, de voyageurs divers, et qui ont laissé soit des récits, soit des dessins. Bon, je citerai juste Cassas, par exemple, le dessinateur Cassas, qui a laissé des planches extraordinaires. Mais déjà à la fin du XVIIe, on avait des panoramiques peints de Palmyre, qui sont des témoignages tout à fait intéressants sur l'état du site tel qu'on a pu le redécouvrir. Merci beaucoup Annie Sartre d'être venue nous parler véritablement de Palmyre. Votre ouvrage avec votre mari, avec Maurice Sartre, votre ouvrage s'appelle Palmyre, vérités et légendes tout simplement, et c'est tout simplement publié chez Perrin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voici le 4e épisode de notre grand destin consacré à Coco Chanel. Tout sourit à Coco Chanel, une vie privée riche, des amis artistes et célèbres, beaucoup d'argent, une maison de couture qui est en train de devenir un empire. Mais arrive maintenant la Seconde Guerre mondiale et c'est cette partie de l'histoire que vous allez nous raconter. Dès 1935, il y a des petits problèmes rue Cambon puisque les ouvrières de Mademoiselle Chanel se mettent en grève. Vous imaginez, mais que c'est un crime de lèse-majesté. Elle est absolument furieuse. Ça n'entre pas du tout dans ses vues, vous voyez. Je vous ai dit hier qu'elle avait quand même l'esprit très ouvert, était assez étonnant. Mais alors, il y a des sujets sur lesquels elle est assez fermée. Et là, ça ne lui plaît pas du tout. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la déclaration de la guerre, on est encore à la fin de l'année 1939. On est encore dans le début de ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire cette espèce de veille d'armes où rien ne se passe. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'engagement militaire. Eh bien, dès cette époque, on va voir Mademoiselle Chanel fermer sa maison de couture et licencier les 2500 employés. Alors, elle va déclarer à la presse qu'il n'est pas question pour elle de faire de magnifiques robes du soir pour les futures veuves des soldats qui vont mourir au front. On se rappelle évidemment en 1939 ce qui s'était passé 20 et quelques années plus tôt, lors de la Première Guerre mondiale. Elle dit qu'elle trouverait cela indigne d'elle, mais certains ont remarqué que c'était peut-être aussi pour elle une façon de régler ses comptes avec certaines de celles qui en 1935 avaient cru pouvoir lui tenir tête. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1 de soi. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Avec la vie de Coco Chanel à l'honneur toute cette semaine sur Europe 1, c'est le grand destin. Alors effectivement, Coco Chanel vit en 1939, nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale, une période sombre dans son existence que vous allez nous raconter. Oui, ça commence d'une manière assez digne, tout ça. Vous voyez, elle ferme l'atelier de couture au début de la guerre. Alors bon, pendant la drôle de guerre, on continue à vivre à Paris, mais arrive l'offensive allemande du mois de mai 1940. Aussitôt, Coco Chanel, comme beaucoup des habitants de Paris, s'enfuit, bien entendu. Dans son cas, elle se dirige vers Pau. Et puis, elle va pas y rester très longtemps à Pau. Ça l'ennuie beaucoup, tout ça, bien entendu. Et elle va rentrer chez elle. Quand je dis chez elle, au Ritz, puisqu'elle habite à l'époque dans une très belle suite du Grand Hôtel de la place Vendôme. Elle rentre au Ritz dès le mois d'août 1940. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en août 40, le Ritz est devenu le quartier général des forces aériennes allemandes. On a réquisitionné une grande partie des beaux appartements du Ritz. Comme par hasard, si je puis dire, celui de Mademoiselle Chanel n'a pas été touché. Oh, qu'est-ce que vous voulez, on peut avoir des relations, évidemment. Elle occupe en l'occurrence les chambres 227 et 228. Et il semblerait que ce soit dans les couloirs du Ritz, tout simplement, qu'elle fasse la rencontre de celui qui va devenir son nouvel amour, le baron Hans-Günther von Dinklage. Ai-je besoin de vous dire de quelle nationalité est ce monsieur ? Nous avons compris. Alors, c'est un monsieur très bien, très distingué, très cultivé, qui parle un français extraordinaire. Il est attaché à l'ambassade d'Allemagne. C'est un très grand blond aux yeux bleus. J'ai même pas besoin de le préciser. Les circonstances de la rencontre sont fortuites, ça c'est incontestable. En tout cas, du côté de Coco Chanel. Car parce qu'on peut se demander si lui n'a pas essayé
de s'approcher de notre gloire nationale. Vous voyez, il a 10 ans de moins qu'elle, il est très séduisant, elle est complètement conquise, bien entendu, mais elle va néanmoins... le moins qu'on puisse dire, c'est que Coco Chanel n'est pas Arletty, si vous voulez. Elle va rester très discrète. Et lui aussi, d'ailleurs, reste très discret. Je me rappelle, pour une émission que nous avons réalisée à la télévision il y a 2 ans, je crois, sur les artistes pendant l'occupation, nous avions interviewé Pierre Barillet, vous savez, le dramaturge, qui disait que il avait beaucoup fréquenté Coco Chanel à cette époque et qu'il n'avait jamais vu le compagnon de Chanel, donc ce monsieur von Dinklage, il ne l'avait jamais vu autrement qu'en civil. Il n'était jamais en uniforme, bien entendu. Il faut vous dire que, et ça a peut-être favorisé la relation entre Coco Chanel et son nouvel ami, elle a besoin des Allemands pour faire libérer son neveu, André Palas. Ce neveu, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler depuis le début de cette semaine, c'est un garçon qui joue un rôle qui compte pour Chanel. C'est le fils de sa sœur Julia, qui est morte de tuberculose alors qu'elle était jeune. Elle s'est occupée, Gabrielle, Coco, s'est occupée de ce jeune homme, un peu comme si elle en était la mère. Or, il fait partie, cet André fait partie des 1 500 000 prisonniers que les Allemands détiennent. Et comme il est captif, elle n'a qu'une idée, évidemment, c'est de le faire libérer et de le faire revenir. Alors, est-ce qu'elle en parle au baron von Dinklage? Toujours est-il qu'à l'automne 1941, André est de retour en France. Donc vous voyez, elle garde sa suite au Ritz, son neveu est libéré. On peut imaginer que mademoiselle Chanel entretient avec l'occupant des relations tout à fait cordiales. Et ça va prendre un tour nettement plus déplaisant lorsqu'il est question d'affaires. Je vous ai parlé des Wertheimer, vous savez, des frères Wertheimer. Qui, depuis le début, gèrent pour elle le fameux parfum. Ils sont les propriétaires de la marque bourgeoise, ce sont des industriels juifs. Ils vont faire, les frères Wertheimer, ils vont faire de numéro 5 un succès planétaire. Et lors d'un voyage qu'elle a effectué aux États-Unis en 1931, Coco Chanel a pu constater l'ampleur, l'étendue incroyable du succès de son parfum, puisqu'elle a été reçue là-bas comme une sorte d'héroïne. Et alors tout le monde lui parle de numéro 5, numéro 5. Et elle s'est dit, mon Dieu, j'aurais peut-être dû en conserver la propriété plutôt. Vous savez qu'elle n'a que des royalties. Elle avait laissé 90% de la société à Pierre Wertheimer et à son frère. Coco Chanel vit dans cette espèce depuis 1931. Elle a eu le temps de ruminer ça pendant 10 ans, vous voyez. Ça fait 10 ans qu'elle se dit qu'elle a été spoliée d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça qu'elle analyse les choses. Et elle va vouloir, et ça c'est assez terrible, mais malheureusement on en a la preuve, elle va vouloir utiliser les fameuses lois d'arianisation, la loi d'octobre 40 en Allemagne qui est reprise par le gouvernement de Vichy en juillet 41. Elle va vouloir utiliser cette loi d'arianisation pour essayer de déposséder les Wertheimer de la propriété du parfum. C'est assez terrible à dire, mais c'est comme ça. Sauf, et ça va être terrible pour elle, sauf que les Wertheimer ont vu le vent venir et qu'avant que les lois ne soient prises, ils ont juste eu le temps de vendre l'entreprise à un certain monsieur Amiot, qui est un Normand tout à fait arien. Et lorsque Gabrielle Chanel arrive pour récupérer ça, ce qu'elle considère comme son bien, on lui dit « Ah mais ça n'est plus au Wertheimer, non, ça appartient à monsieur Amiot ». Alors là, elle est d'une colère, d'une rage froide, mais néanmoins terrible. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec l'histoire aujourd'hui de Coco Chanel pendant l'occupation allemande. Alors elle vit une histoire d'amour avec un militaire allemand et elle vient de se rendre compte que son parfum a été vendu. Elle est furieuse, Coco Chanel. Elle savait que le parfum avait été vendu, mais elle vient de se rendre compte, en tout cas la propriété des Wertheimer a été effectivement cédée à Monsieur Amiot. Un monsieur Amiot qui va ensuite s'entendre avec les Wertheimer, ce qui font qu'ils sont toujours propriétaires, bien sûr, de Chanel aujourd'hui. Ça a été terrible pour elle, mais comme vous le disiez pendant l'interruption, Anissa, pour le symbole de l'élégance à la française, on a connu des attitudes incontestablement plus élégantes. Et lorsque nous avons fait cette enquête pour la télévision, toujours, moi j'ai fait des découvertes à ce moment-là incroyables. Je croyais bien connaître Coco Chanel et je suis allé de surprise en déception au cours de cette émission. À l'hiver 1943, on retrouve Gabrielle Chanel en train vers Madrid. Alors,
Après tout, pourquoi va-t-elle à Madrid? On peut imaginer que pour ses affaires, parce que ses affaires ont repris entre-temps, j'ai pas eu le temps de vous le dire. On peut imaginer qu'elle est partie pour ses affaires, et en vérité, on se rend compte qu'elle est en Espagne pour le compte des Allemands. C'est assez incroyable, mais les Allemands l'ont repéré, je vous l'avais dit. Il semblerait que Günther von Dinklage se soit rapproché d'elle, probablement à dessein. Il y a un certain, parce que lui, pour le coup, est un agent alors très très efficace d'espionnage, et il espionne depuis très longtemps pour le compte de l'Allemagne nazie, depuis bien avant la guerre, entre parenthèses. Et on se rend compte que cette expédition Chanel en Espagne est entièrement pilotée depuis Paris et même depuis Berlin, et qu'il s'agit de préparer une éventuelle paix séparée entre l'Allemagne et l'Angleterre. Vous savez, c'est cette période très très particulière où les Allemands voudraient proposer aux Britanniques une paix séparée, parce qu'ils sont dans une position qui devient de plus en plus inconfortable. C'est quand même terrible. Et alors Coco Chanel, avec une naïveté entre parenthèses invraisemblable, c'est vrai qu'elle a été la maîtresse du duc de Westminster, qui est un cousin du roi, un ami de Winston Churchill, mais elle est aussi très amie de Sir Samuel Hoare, qui est devenu pendant la guerre l'ambassadeur britannique à Madrid. Bref, elle a de très grandes relations à Londres, et elle va donc se croire investie d'une sorte de mission de paix. C'est assez incroyable, et elle se dit que après tout, elle pourrait peut-être, elle toute seule, faire changer inciter Churchill et son cabinet à changer d'avis. Évidemment, tout ça est complètement aberrant, vous l'imaginez, mais elle l'a cru incontestablement. Or, nous nous sommes demandé, bien entendu à l'époque où j'ai fait cette émission, nous nous sommes demandé si elle était en mission officielle ou si on avait utilisé simplement ces relations à son insu. Mais ce qui est terrible, c'est que le service historique de la défense possède sur Coco Chanel une fiche terrible qui est la fiche d'identification à l'Abwehr, le service de renseignement allemand. Et sur la fiche, vous avez son identité, son pseudonyme, son numéro d'indicatif. On voit qu'elle est bien née en 1893 à Saumur, c'est bien elle dont on parle, et l'on estime, enfin on apprend en lisant cette fiche, qu'elle a été recrutée officiellement en 1941. Donc là, il ne s'agit plus simplement de se montrer naïf ou de croire que par des relations extraordinaires, on est capable d'influer sur la marche des événements. Il s'agit tout simplement de prendre parti. Et l'on s'étonne vraiment, lorsqu'on sait tout ça, que au moment de la libération, Gabrielle Chanel n'ait pas été inquiétée davantage. Le 9 septembre 1944, elle a été arrêtée, conduite à un comité d'épuration. C'est vrai que les accusations à l'époque contre elle sont très vagues, et les FFI qui sont là et qui l'interrogent n'ont pas les documents nécessaires. Ils sont loin d'avoir le dossier dont je vous parle, qui n'a été découvert, entre parenthèses, que très récemment. Donc eux l'interrogent, alors on l'accuse de choses très superficielles, d'avoir continué ses activités pendant la guerre, etc. Bon. Et on a envie de dire, et alors ? On oublie, évidemment, parce qu'on ne le sait pas, on ignore qu'elle a littéralement travaillé pour les Allemands. Et alors, elle est très forte parce qu'elle dit « Mais j'ai travaillé pendant la guerre, j'ai œuvré pour la paix ». Oui, c'est une certaine façon de voir. Alors on a dit que c'est Churchill lui-même qui avait fait libérer Coco Chanel. Son biographe Henri Gidel estime que ça n'est pas possible, qu'il aurait fallu un concours de circonstances invraisemblables et que Churchill avait quand même sans doute d'autres chats à fouetter à l'époque que de s'occuper de la libération de Gabrielle Chanel. Le fait est qu'en tout cas, elle est libérée, qu'aucune charge n'est retenue contre elle, elle doit seulement se faire oublier. Alors, elle se dirige, comme on le fait souvent dans ce genre de circonstances, vers Lausanne, vers la Suisse. Une instruction sera ouverte quelques mois plus tard, mais le tribunal ne l'interrogera jamais sur sa relation avec le baron von Dinklage. D'ailleurs, l'idylle entre la couturière et l'officier allemand va continuer quelques années, puisque on possède même un cliché du couple qui a été pris en Suisse en 1949.